Mesdames, Messieurs, merci de votre confiance, merci de votre soutien. Je sais que nous recevons énormément de coups de fil. Le pilier de cette... Enfin, l'un des piliers de cette aventure de 36 heures pour demain, j'éviterai de la nommer parce qu'elle me tape sur la tête chaque fois que je donne son nom, est totalement débordée par les coups de fil. Et elle me dit, malgré tout, de ne pas oublier de le rappeler à la fin de l'émission. Donc, vous saurez tout à la fin de cette émission sur les contacts pour ceux qui n'ont pas encore intégré ce projet. Alors, je vous rappelle, pour les nouveaux venus, que nous sommes dans un cursus d'émissions relativement long, puisque nous sommes partis pour faire une dizaine d'émissions. Elles sont diffusées à raison de 2 émissions par mois, le 2e et le 4e jeudi du mois à 20h sur Zouk Télévision. Alors, je rappelle que Zouk Télévision est diffusée à la fois par Canal Satellite, mais également par SFR. Et cette émission, vous pouvez la retrouver également sur le Facebook ça c'est pour les branchés, de Zouk Télévision, mais également en diffusion sur YouTube. Voilà, donc vous ne pouvez pas louper cette émission. Et elle est également rediffusée à plusieurs reprises dans la semaine. Vous aurez les jours et les heures de reprise, de diffusion à la fin de cette émission. Alors, comme vous le savez, nous abordons de manière, j'allais dire, approfondie, puisqu'on a 1h30. Ce n'est pas suffisant, évidemment, pour toutes les thématiques, mais nous abordons des thématiques différentes. Nous en avons déjà abordé 5. Et la 6e thématique d'aujourd'hui concerne, de manière très générale, l'éducation, la formation, tout ce qui touche à l'apprentissage, et qui est considéré, cette thématique est considérée par le professeur Aimé Charles Nicolas, dont je vous rappelle qu'il est à l'initiative de ce projet 36 heures pour demain, comme une thématique majeure. Alors, pour nous en parler, j'ai avec moi 4 dames qui symbolisent ce qui se fait de mieux en matière d'éducation, au sens large, bien évidemment, de formation, dans notre île. Et elles ont l'avantage d'être à la fois complètement impliquées dans ce projet, mais surtout d'être ou d'avoir été des acteurs majeurs de cette thématique. Alors, je commencerai par notre sage, c'est bien ça, Livy Pierre-Charles. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Très bien. Marie-Clotilde Hardy-Dessources, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Très bien. Dominique Rogers, merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, hein. Mais là, on vous tient pendant 1h30. Avec plaisir. Très bien. Et Arlette Pujard, qu'on ne présente plus, puisque c'est une star des médias, contrairement à vous qui prenez un peu de recul par rapport aux médias. Elle est en permanence, compte tenu de ses activités, que nous allons découvrir dans quelques minutes, sur les médias. Alors, je rappelle un peu le processus pour ceux qui nous rejoignent. Je sais qu'il y a beaucoup d'habitués qui nous appellent en nous disant ce qu'ils pensent de ces émissions, et l'accueil est plutôt largement même favorable. Alors, 36 heures pour demain, Aimé Charles Nicolas, qui est professeur de psychiatrie, mais qui ne fait pas que ça, hein, il fait toutes sortes de choses, ça part dans tous les sens, on est obligé de le calmer. Je vous préviens, il est déjà sur un autre projet que 36 heures pour demain. Je rappelle qu'il a 78 ans et qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. Notamment parce que son père a dépassé la centaine. Donc, c'est pas la peine, il n'y a aucune chance. Pour qu'il rattrape son père en âge, il y a encore 22 ans. Donc, profitez-en, prenez des notes, parce que dans les 22 prochaines années, vous allez avoir des projets. Alors, Aimé Charles Nicolas souhaite apporter sa contribution avec celle de tous ceux qui veulent bien l'aider. Et ce soir, nous avons 4 dames qui sont là essentiellement pour ça. L'aider, mais aussi aider la Martinique à progresser, à transcender ces multiples problématiques
et à apporter un certain nombre de solutions. Alors, je vous rappelle que ce projet s'étend, il a commencé depuis plus d'1 an et il va s'achever provisoirement, ne vous inquiétez pas, en septembre 2021, par ce qu'on pourrait appeler l'apothéose, à travers un certain nombre de rencontres, de concerts, de challenges qui vont mêler tous les acteurs de toutes les thématiques et qui vont impliquer ce qu'on appelle des experts. Alors ce soir, nous avons des experts de l'éducation, chacune dans son domaine bien évidemment, et donc je vais vous demander de procéder à un petit tour de table en nous disant ce que vous avez fait dans la vie et ce que vous faites maintenant. Alors, Livy, je commence par toi. Oui. Alors, on va faire court, Olivier, on est bien d'accord. Oui. Parce que j'ai regardé ton CV, il y en a pour 26 pages, donc on va faire court. D'accord. Bon, alors fait court, je ne demande pas mieux d'ailleurs, parce que le moi est haïssable, disait Pascal. Tout à fait. Bon, alors j'ai été d'abord enseignante, ensuite inspectrice de l'éducation nationale pendant 33 ans pour les maternelles et les primaires. Et sur le plan associatif, j'ai fondé une école de parents que j'ai animée pendant 20 ans. Voilà, je n'en dis pas. Mais tu as assisté à mes émissions quand je venais, Oui, tu les connais. moi, je vais rajouter quand même une part qui est quand même importante. C'est l'engagement citoyen, notamment la politique. Oui, mais nous ne sommes pas dans un milieu politique, là, maintenant. Oui, mais c'est important. Il faut pas en parler. C'est important. Les gens qui consacrent leur vie, ou en tout cas une partie de leur vie, au progrès de la cité, à travers leur engagement politique, sont des acteurs essentiels. Oui, enfin, j'ai tenté ma chance. Je voulais accéder à un endroit qui me permette d'aborder tous les problèmes en face des Martiniquais et avec le concours des Martiniquais et avec aussi leur sens critique. Très bien. De toute façon, on va évoquer des problématiques qui sont des problématiques de terrain et tu nous donneras ton éclairage. C'est pas, de toute façon. Je vais essayer. Arlette Pujard, alors je disais que vous étiez une star des médias, pas à travers le métier que vous faites, que vous allez nous décrire, mais plutôt à travers votre plume, entre autres. Alors, Arlette Pujard, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait? D'où vous venez? Faites-nous vous découvrir, en fait. Moi, je vous connais, mais les gens qui nous regardent, peut-être pas. Alors, je suis aujourd'hui directrice régionale du Centre national de la fonction publique territoriale, donc le CNFPT. Ça sert à quoi? Délégation Martinique. Ça sert à quoi, le qui CNFPT? A 2 missions, très simples. La première, c'est d'assurer la montée en compétence des agents territoriaux, c'est possible, et également à accompagner les collectivités territoriales de la mise en œuvre des politiques publiques, tout simplement. En clair, ça veut dire que quand un élu a un projet, nous pouvons accompagner ce projet en formant les agents. D'accord. Exemple, dans une crèche, on peut accompagner les agents de crèche à un projet et en lien avec la directrice de la crèche. Très bien, donc on est bien d'accord. Vous n'êtes pas autour de cette table par hasard. Vous savez ce que ça veut dire former et peut-être aussi éduquer. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, en dehors de ça? Alors, j'ai également travaillé longuement au Conseil général, donc auprès de Claude Lise. Pendant plusieurs années, j'ai fait du cabinet, j'étais directrice générale adjointe sur plusieurs missions. Et je rejoins ensuite donc, le CNFPT. Et je suis quelqu'un qui a de bonnes relations, je dirais. Et j'ai connu le professeur Aimé Charles-Nicolas de longue date au Conseil général. On a travaillé ensemble à la mise en place de projets. Et je crois que j'ai cheminé avec lui. Au CNFPT, je l'ai retrouvé aussi comme intervenant. Il est indéboulonnable, il est partout. Et puis, je suis sur les bons coups aussi. Donc, quand il m'a proposé son projet, je lui ai dit banco. Il ne fallait pas que je sois absente, que le CNFPT soit absent de ce projet. Voilà. Très bien. Alors, on va revenir sur les occasions ou l'occasion de vous embrigader dans ce projet. Mais je voulais que vous me parliez de vos hobbies. Alors, ils sont nombreux. Donc, l'écriture, effectivement. Alors, pour Livy, excusez-moi de vous interrompre, pour Livy, c'est la politique. Vous, c'est l'écriture. L'écriture. Mais pas que l'écriture. Pas que l'écriture. Il y a également la pratique du tai chi et du qigong.
Voilà. Alors explique-nous ce que c'est, ces trucs bizarres, barbares. C'est simplement une gymnastique chinoise qui permet d'aligner le corps, tête, corps, tronc. Voilà. C'est-à-dire qu'en règle générale, on fait du sport et on transpire, simplement, le corps transpire, mais l'esprit n'est pas libéré. Ne travaille pas. Voilà. Voilà. Tandis que les Asiatiques ont très bien compris la chose, puisqu'ils font travailler l'ensemble du corps pour être aligné. Voilà. Et ça permet effectivement de passer les zones de stress avec fluidité. Voilà. Ah ben, ça fait du bien à la santé aussi. Et ça va peut-être se voir ce soir. qu'elle est fluide. Bon, très bien. Et puis l'ikebana également. L'ikebana, qu'est-ce que c'est? C'est l'art floral japonais. Voilà. Voilà. On coupe les petites branches qui poussent, c'est ça? On fait des bonsaïs. Avec de l'eau, dans de l'eau. Ce ne sont pas des bonsaïs, non. Non, c'est pas des bonsaïs. C'est autre chose que les bonsaïs. Et c'est une expression artistique qui permet de se libérer l'esprit également. Bien, Arlette Pujant, à mon avis, vous êtes totalement libérée. Hein. L'esprit, le corps. On va mesurer ça ce soir. Marie-Clotilde Hardy des Sources. Vous ne viendriez pas de Grand-Rivière par hasard? Alors, une partie, effectivement, de ma famille habite à Grand-Rivière. Et nous avons très bien connu monsieur le maire de Grand-Rivière qui portait le même nom que vous. Je vous remercie. Donc ce soir, je ne me sens pas tout seul. J'ai une partie de ma famille autour de la table. Mais je n'irai pas plus loin puisque tout le monde cousin en pays tard. Alors, Madame Hardy des Sources, dites-nous ce que vous faites, ce que vous avez fait, quels sont vos hobbies et précisez-nous le lien direct avec cette thématique. Alors, il faut savoir que j'étais effectivement enseignante d'éducation physique avant de devenir personnel de direction. Mais en tant qu'enseignante d'éducation physique, j'ai eu à mettre en place un centre d'innovation pédagogique autour de la danse traditionnelle. Et à partir de ce centre d'innovation pédagogique, j'avais proposé un dispositif de classe relais. Autrement dit, j'allais dans les écoles primaires. J'étais au lycée Joseph Pernock, donc dans le Nord Atlantique. Et l'objectif pour moi, c'était de faire en sorte que de l'école maternelle jusqu'au lycée, qu'il y ait un apprentissage de la danse traditionnelle. Donc j'allais de Sainte-Marie à Grand-Rivière, au Morne-Rouge, sur mon temps libre. J'allais enseigner la danse traditionnelle aux enfants. Et en même temps, à partir de ce centre d'innovation, j'avais proposé à mon inspecteur d'être formatrice de mes collègues en danse traditionnelle. Et à partir de ce centre d'innovation pédagogique, un inspecteur d'éducation physique, M. Desson, pour ne pas le citer, en arrivant en Martinique, a su que je faisais ce travail. Il m'avait proposé de mettre en place l'université d'été des activités traditionnelles, donc de la danse traditionnelle et de tout ce qui était activité sportive, mais dans notre terroir. C'est-à-dire qu'on avait fait Yole, Gommiers, Belley, on avait fait aussi tout ce qui était l'ADIA. Donc, on a mis en place toutes ces formations pendant 5 ans, de 1992 à 1995, et je suis à l'origine de l'évaluation de la danse traditionnelle, donc du Belley au baccalauréat. Et alors, c'est monté jusqu'au baccalauréat. Voilà. C'est une vraie révolution dans un pays où on interdisait aux gens de parler créole. Alors, je peux vous dire que ça a été un long combat parce que, effectivement, même les parents d'élèves estimaient, entre guillemets, que Manteca prendre un petit maillot, bagaille vieneg. Mais j'étais complètement convaincue de l'intérêt de cet apprentissage parce que c'était pour moi un ancrage dans nos traditions. C'était aussi la manière de reconnaître son identité à travers cette pratique et puis de leur faire comprendre aussi que tous les clips que nous avons pu voir au niveau télévision sur la gestuelle, on retrouvait des similitudes avec les gestes Belley. Donc, ça a été un beau combat, mais un combat gagné, qui aujourd'hui, l'option danse traditionnelle est un peu menacée, mais croyez-moi, je vais me battre pour que ça soit maintenu. Mais aujourd'hui, vous faites quoi dans la vie? Alors aujourd'hui, j'ai souhaité être personnel de direction parce qu'en tant que prof d'éducation physique, je faisais de l'orientation, je faisais des portes ouvertes, je faisais aux jeunes découvrir que il y avait la possibilité pour eux d'aller voir ailleurs
tout en se connaissant très bien. Donc, mais mon chef d'établissement m'a fortement incité à passer le concours de personnel de direction, ce que j'ai fait. Je suis partie 2 ans en métropole. Et après ces 2 ans, je suis revenue personnel de direction au niveau du lycée Pointe-des-Nègres, où j'ai eu à mettre en place des projets permettant à aucun jeune d'être sur le bord de la route. Et c'est pendant 3 ans, on a œuvré pour que cet objectif soit maintenu. Ça m'a valu d'être nommé chef d'établissement dans un lycée extrêmement difficile, le lycée Petit Manoir. Ce lycée a été transformé pendant 8 ans. Nous avions fixé comme objectif faire de ce lycée un lycée des métiers du bâtiment, ce qu'il est devenu. Et après ça, j'ai été nommée au lycée Acajou 2, où effectivement, on a donné encore une autre dimension à cet établissement. Mais c'est une véritable passion pour moi, l'éducation. J'ai bien senti ça. De toute façon, on y reviendra. Alors, en dehors de ça, hein, oui. j'ai été quand même entraîneuse, joueuse de handball. Alors, j'avais cru que c'était du volleyball. Je me suis dit... Non, c'est le cousin. C'est le cousin. Grand-Rivière, volleyball. Non. Donc, joueuse de handball, entraîneur de garçons de l'équipe du RC Lorrain jusqu'en 1998, où on a remporté les titres de champion de Martinique. J'entraînais tous les jeunes, de l'école de Poussin jusqu'au senior, et moi-même je jouais. Et j'ai arrêté en 98 quand je suis partie en tant que personnel de direction. Et je suis revenue en Martinique, j'ai entraîné l'UJ Redoute et j'étais entraîneur de la sélection féminine jusqu'il y a 2 ans de ça. Et je me suis laissé dire que vous avez encore le temps de vivre et de faire de la politique. Alors, en dehors de ça, effectivement, je suis animatrice de bassin, donc je m'occupe de tous les chefs d'établissement, de l'animation du bassin depuis le Lamentin jusqu'à Sainte-Anne. Et ça permet de mettre en place justement une politique éducative partagée avec un diagnostic partagé par tous et des objectifs à atteindre. J'ai travaillé avec l'université j'ai essayé de travailler avec l'université sur la lisibilité de parcours entre le lycée et l'université. Et puis, effectivement, j'estime que le combat pour l'éducation, il est aussi à mener sur le front de quelle vision que nous avons de l'éducation pour le pays martinique. Alors, on y reviendra. Dominique Rogers, j'ai eu le plaisir de vous interroger, vous vous rappelez, il y a quelques années. Je vous trouvais très calme à l'époque et depuis, vous êtes devenue une vraie révolutionnaire, mais on ne va pas aborder ça ce soir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors, je suis maître de conférence, donc je suis enseignant-chercheur à l'Université des Antilles. Jusqu'à quelques mois, j'étais directrice du département d'histoire, comme c'était ma fonction à l'époque. C'est une fonction élective et donc je m'occupe. Je m'intéresse beaucoup aux questions d'orientation, d'insertion, de formation, et donc j'ai à la fois une chargée de mission à la formation et aux relations avec le rectorat de la part de la vice-présidente Paul. D'où le lien. Absolument. Voilà. Et aussi, par ailleurs, effectivement, j'ai été comme madame un petit peu avant, enfin, nous nous sommes croisés dans des instances de l'université qui sont des décisionnelles en matière donc, de formation, d'insertion, etc. Donc, c'est des fonctions que j'ai occupées pendant la précédente mandature sous madame Mancé-Caster et le début de celle-ci, donc à peu près 7-8 ans. Donc, tout ce qui concerne l'orientation, la formation, le niveau d'éducation des jeunes, là... Voilà, personne ne peut vous... Non, je ne dirais pas ça, mais je connais bien le sujet. Et puis j'ai aussi été prof de collège pendant 10 ans. Et je m'occupais déjà de beaucoup d'éducation à l'orientation, de toutes ces questions-là. J'ai été force de proposition. Donc ce sont vraiment des questions qui m'intéressent. Très bien. Donc ce soir, je pourrais vous poser toutes les questions embarrassantes possibles en la matière. Alors, Livy, comment tu as connu... qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu t'es retrouvée dans cette galère de 36 heures pour demain ? Pour moi, ce n'est pas une galère. Non, mais c'est une expression. C'est une opportunité pour moi. Une nouvelle opportunité, encore une autre. Alors voilà, je fais partie de l'association Tous Créoles, présidée à l'époque par Roger de Jaham. Feu Roger de Jaham. Et notre regretté Roger de Jaham. Il avait organisé un colloque, il avait un colloque auquel il avait invité
un spécialiste de la résilience. Oui. Ouais. Comment il s'appelle déjà? Cyrulnik. C'est oui, Boris Boris Cyrulnik. Cyrulnik. Et alors, Boris Cyrulnik faisait partie des intervenants et le professeur Charles Nicolas aussi était là. Ouais. Et c'est là que nous nous sommes rencontrés. Pour la première fois? Ah non, pas pour la première fois. Ouais. Non, pas pour la première fois. Mais autour de ces Ouais. problèmes de résilience, de ces problèmes D'identité, d'identité. voilà. Et nous étions à table et puis nous avons parlé de choses. Nous avons parlé de ce problème essentiel à la Martinique. Ouais. Et ce tiraillement entre les différentes ethnies, les Békés, les Nègres, tout ça, on a pensé que c'était pas vivable. Ouais. Un contexte comme celui-là. Et alors, il a organisé un colloque avec les spécialistes de la Caraïbe. Et des États-Unis sur les conséquences de l'esclavage. Voilà. Et il m'avait invité, je suis allée, on s'est retrouvés, on a encore reparlé de la même chose. Et puis alors, il a fondé cette association. Ouais. Il m'a appelé, il m'a invité. Chaque fois, c'est lui qui m'invite. Chaque fois, nous nous rencontrons avec un énorme plaisir. Nous échangeons les idées autour de cette problématique. Ouais. Qui travaille la Martinique, qui secoue la Martinique. Ah ben, on a vu que ces derniers temps, ça fait le cœur de l'actualité. Mais bon, toi, tu pourras témoigner que ce n'est pas récent, que ça a toujours existé. Oui, mais il est temps que ça finisse. Ça fait 400 ans que ça dure, hein, bientôt. Il est temps que ça finisse. Bien, alors, ton rôle, techniquement, là, de manière très pragmatique, qu'est-ce que tu fais dans cette association? Ouais. Alors, on m'a bombardé. Nelly, qui est très gentille. Oui. Et le professeur aussi, Jean-Nicolas. Quand on dit Nelly, alors pour les gens qui nous écoutent, quand on dit Nelly, c'est Nelly Nomal. Oui, Nelly elle Nomal. A horreur qu'on cite son nom, mais on va le faire parce que si elle n'est pas là... C'est une femme remarquable. Si elle n'est pas là, ce truc n'existe pas. Si elle n'est pas là, ça ne va pas exister. Bon, très bien. Heureusement qu'elle est là. C'est elle la poutre maîtresse. Exactement. Alors, on t'a bombardé quoi? On m'a bombardé experte. Puisque j'ai été inspectrice de l'éducation nationale, ouais. Elle m'a dit, mais tu vas venir parler d'éducation. Et le professeur Charles Nicolas aussi. Et puis je me suis retrouvée là-dedans. Mais c'est pas pour moi une galère. Pour moi, c'est une opportunité de dire des choses. Concrètement, ta sagesse, ton savoir sont utilisés comment? Bien maintenant. Oui, mais de manière très pratique. Qu'est-ce que tu vas faire? Il paraît qu'ils vont t'envoyer... Mais j'ai une réflexion et j'ai écrit des petites choses là à partir... Allons-y. Dis-nous 2-3 phrases de tes réflexions, de l'analyse que tu mènes sur ce projet. Quelles sont selon toi, les pistes de réflexion? Je ne parle pas de solutions, ni de problématiques, mais sur quel sujet tu souhaites probablement orienter ou proposer des choses à cette association? Moi, je souhaite parler de l'innovation dont notre système éducatif a un grand besoin pour aller de l'avant, au bénéfice de toute cette jeunesse, et dont certains dont certains membres sont laissés sur le bord du chemin. Moi, j'ai les chiffres. Quand tu dis un certain, il y en a quand même beaucoup au total. Et c'est une vérité qui sort de la bouche d'une autorité rectorale. J'ai parcouru il n'y a pas très longtemps France Antilles, et le recteur lui-même tout à fait. Constate un peu impuissant qu'il y a beaucoup de décrocheurs, beaucoup d'élèves qui ne suivent plus, qui ne sont plus intéressés par... Donc toi alors je me dis qu'on y a les moyens d'intéresser. Voilà. Et j'ai la prétention de dire, enfin... Alors, je ne sais pas s'il est totalement impuissant, parce qu'il est quand même le chef du secteur. Non, mais il dit qu'il y a des décrochages, et les enfants... Alors, on va le système scolaire. On va en discuter un petit peu. Et il ne peut pas les récupérer, il ne peut pas... Donc, ça veut dire, il y a une forme d'impuissance, ceci dit. C'est un constat, ou peut-être une forme d'échec. Mais bon, on n'est pas là pour débattre de ça ce soir. On va de toute façon, malgré tout, l'évoquer. Mais les solutions existent pour éviter qu'il y ait des décrochages. Voilà, c'est ça qui m'intéresse davantage. Alors, continuons le tour de table. Dominique Rogers,
qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu de la lumière, vous êtes rentré, vous avez dit « Ah, c'est qui ce type ?» Aimé Charles Nicolas. La rencontre, les conditions de la rencontre, comment ça s'est fait? En fait, j'ai eu l'occasion de discuter avec le professeur Charles-Aimé Nicolas à l'occasion de ce fameux colloque sur les séquelles psychologiques de l'esclavage. Je crois que sa démarche m'intéressait. Je pense qu'il y avait un vrai problème de fond. Je crois que son diagnostic était tout à fait bon. Et il y avait des choses à faire. Moi, c'est des questions d'esclavage qui m'intéressent beaucoup. Je crois vraiment qu'on a une société qui, alors à des degrés divers, souffre, en tout cas dans cette société, des individus qui souffrent de leur passé esclavagiste et qui a un vrai devoir, passé esclavagiste qui est fantasmé, qui en tout cas qui n'est pas connu tel dans sa réalité. D'ailleurs, vous avez pris votre plume à plusieurs reprises et vous avez publié un ouvrage là-dessus. Oui, l'un des ouvrages, parce que vous en avez écrit d'autres, qui nous avait permis de vous inviter. Donc c'est un domaine que vous maîtrisez parfaitement. Voilà, et donc moi je trouvais que sa démarche qui était de reconnaître déjà cette réalité de cette souffrance et le désir qui était le sien, à la fois de l'analyser de manière scientifique, parce que c'était connu, mais les gens disaient mais non, enfin c'est pas, voilà. Essayer de quantifier, essayer de comprendre, je trouvais que c'était important et c'est ça qui m'a intéressée dans sa démarche. Alors, comme vous dites, je suis il a pris votre nom, votre numéro de téléphone. Voilà, et la Martinique est petite, donc quand on veut rencontrer quelqu'un, on arrive à le trouver. Et voilà, et là pour aujourd'hui, c'est vrai que sa demande était d'avoir quelqu'un sur un sujet sur l'éducation. Je pense que l'université est une institution majeure, un acteur majeur, et donc il souhaitait qu'on puisse aussi entendre une voix sur ce sujet-là. Très bien. Et de manière très pratique, ils vous ont déjà donné votre feuille de route ou non, alors pas encore. Je crois qu'on essaye de m'attraper aujourd'hui. Vous savez que cette émission est une espèce de piège. C'est ce que je avez découvre. compris. Donc là, c'est trop tard puisque il y a l'image et il pourra dire « J'ai vu Dominique qui est prête à s'engager avec nous ». On reviendra sur vos analyses. Arlette Pujard, comment ça s'est passé? Alors moi, il faut dire que le CNFPT travaille sur tout ce qui est innovation publique collaborative. Alors je m'explique. Oui. Il s'agit simplement de fédérer les acteurs sur un territoire. Ce qu'à Martinique, on a du mal à faire. 3 intercommunalités, établissements publics de coopération intercommunale. 1000 km², voilà. Et 30 de large, chacun 80. fait son projet dans son coin, Ouais. et on ne se parle pas, on ne partage pas. Très donc française. on travaille. Très française. Voilà, nous sommes très français aussi. Ouais. Donc on travaille sur mettre en cohérence les acteurs entre eux. Et le professeur Charles Nicolas, justement, à partir de cette approche, est venu au CNFPT pour organiser un séminaire avec nous sur la question managériale. Connaître la posture managériale des cadres territoriaux, l'analyser au regard du gérant d'habitation, par exemple. Et donc, et tout cela a fait sens pour nous. Et donc, tout naturellement, il m'a proposé d'être un peu la coordinatrice de toutes les mairies à Martinique, de façon à ce que 36 heures pour demain soient aussi abritées dans chaque commune et que chaque élu, chaque maire ouvre ses portes pour que le grand public vienne au moment voulu en septembre assister à l'événement. Voilà. Donc là, vous avez un rôle extrêmement compliqué, là. Non, pas compliqué, parce que nous avons des relations régulières avec les élus. Oui. Et nous avons également des actions de formation dans le domaine. Nous formons les agents à tout ce qui est toutes les nouvelles modalités modernes de formation, comme design thinking, tout ce qui est également facilitation, tout ce qui est nouvelle approche, pour permettre à l'agent de prendre conscience de ses possibilités, de ses capacités, des transformations qu'il doit faire. Et notamment, une formation très simple qu'on a mis en place, la toponymie. La toponymie, c'est le nom des rues, le nom des aménagements. Et souvent, les agents d'une commune ne connaissent pas, ils ne connaissent même pas le nom du quartier. Ils ne savent même pas pourquoi on a dénommé tel quartier, telle place, de tel nom. Donc, on leur enseigne ça. Et c'est un réflexe pour eux. C'est de l'histoire, là. Vous aussi, vous faites de l'histoire. Tout à fait. On a parlé d'esclavage tout à l'heure. Ouais. On les forme également sur l'esclavage pour savoir qui ils sont, comment ils sont, quelle posture ils ont dans une collectivité, quel rôle ils ont à jouer. N'oublions pas qu'on travaille aussi pour la Martinique, dans les collectivités. On l'oublie souvent. Et il y a plus de 230 métiers identifiés dans les collectivités territoriales. Ils sont combien, les agents territoriaux? 18 000. 18 000 Oui. Ils sont plus nombreux que les agents de l'État. Oui. Donc c'est une force considérable. Voilà. Et si on arrive à mettre en marche 18 000 agents territoriaux, on peut révolutionner la Martinique et participer à 36 heures pour demain sans aucun problème. Parce que je présume que chacun de ces 18 000 agents connaît 10 personnes et que 18 000 fois 10, ça fait 180 000. Donc la moitié de la Martinique peut être atteinte par ces 18 000 personnes. Voilà. Très bien. Quelle est
de manière très concrète, au-delà de cette espèce d'interface avec les villes, c'est bien ça, Oui, hein, oui. les villes, à la fois les élus et puis les agents, le rôle pratique, pragmatique il vous a bombardé experte également, c'est bien ça? Non? Oui, je crois que tout le monde est plus ou moins expert. J'ai l'impression Tout le monde est plus ou moins expert. et que tout le monde se retrouve expert, mais du jour au lendemain sans savoir vraiment ce qui va se passer. Non, j'ai envie de c'est pas dire... du tout ça. Je viens de dire des bêtises. Vous savez pertinemment ce que vous allez faire. Oui, bien sûr. Et nous avons commencé déjà. Nous avons commencé par mettre en place une université de l'innovation en 2018, ce qui a un peu séduit le professeur Aimé Charles Nicolas. Donc nous contribuons aussi à la montée en compétences, comme je l'ai déjà dit, des agents territoriaux. Et nous avons l'ambition d'apporter notre pierre aussi à l'édification de l'action publique territoriale. Ce qui veut dire simplement en clair de mettre des politiques publiques en place qui concerneront tous les habitants de la Martinique. On a parlé de laisser personne au bord du chemin, c'est ça aussi. Ne laisser aucun agent territorial sans formation, même si il a quitté depuis longtemps l'école, même s'il a été en échec, même si il ne sait pas bien lire et écrire, mais il est souvent un Michel Morin. Et on a besoin des Michel Morin en Martinique. C'est identifier les talents surtout. Voilà. On a beaucoup de talents qui sont un peu gâchés parce qu'ils n'ont pas de diplôme reconnu. Ou qui ne sont même pas identifiés. Identifiés, voilà. Et qui peuvent apporter leur pierre tous les jours à la population martiniquaise. Très bien. Sacré challenge quand même. Mais très enthousiasmant en tout cas. De toute façon, tout le monde le sait aujourd'hui. Tous ceux qui vous connaissent savent que vous êtes une femme de combat et que vous ne lâchez pas. Désir d'agir. Ah oui, à mon avis, tous ceux qui font de la politique vont à nouveau regretter que vous n'ayez pas encore basculé, mais ça va venir, j'ai l'impression. Ça va venir. Messieurs, mesdames de la politique, ne désespérez pas. Nous avons autour de cette table de vrais talents. Et il y en a déjà 2 qui ont goûté à la politique. Marie-Clotilde à Ordi des Sources, vous, ça s'est passé comment avec Aimé Charles Nicolas? Le jour, les conditions, c'était pas autour d'un punch ni autour d'un terrain, ça c'est clair. Non, pas du tout. Un jour, j'ai reçu un appel me disant « on a besoin de vous ». Besoin de moi, l'éducation, je ne sais pas si c'est l'éducation, il y a pas de souci, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Donc de quoi s'agit-il? Donc j'ai eu à rencontrer effectivement Nelly. Donc nous avons partagé un moment de convivialité. Elle me dit mais attends, avant le moment de convivialité, le professeur m'avait déjà envoyé quelques éléments de réflexion. Le professeur Jean-Nicolas vous souhaite s'entretenir avec nous. Donc, nous avons fait une visioconférence d'1 heure. Et bon, à la limite, il a dû s'arrêter parce que, bon, avec le décalage horaire, bien évidemment, ça faisait un peu tard pour lui. Mais je crois que si on avait pu continuer, ça aurait été... Toute la nuit. Ah oui, parce que j'ai clairement discuté avec lui sur, effectivement, cette vision qu'on avait du système éducatif, en tous les cas que moi j'ai du système éducatif, parce que à mon sens, il y a lieu de mettre en cohérence justement la politique du ministère de l'Éducation nationale, ce qui se fait au niveau de la collectivité territoriale, comment ça se décline au niveau des communes, comment ça se décline au niveau de l'intercommunalité, et comment, à partir de l'intercommunalité, on peut faire un projet qui mette en cohérence effectivement ces fameux programmes et ces référentiels qui sont donnés par l'Éducation nationale, mais pour lesquels on nous demande aussi de mettre en œuvre des particularités qui concernent notre département. Sacré changement par rapport aux années 70-80. Mais j'ai envie de vous dire que dans la réalité, même lorsque moi j'ai démarré en tant que professeur d'éducation physique, et c'est pour cette raison que j'ai abordé la danse traditionnelle, dans le référentiel, il y avait ce qu'on appelait la partie esthétique. Cette partie esthétique, j'ai fait de la gymnastique rythmique et sportive, j'ai fait de la danse moderne, de la danse contemporaine, mais je me disais que dans le milieu culturel dans lequel je me trouvais, qui était un milieu où on était imprégné de tambours, avec le tambour de Basse-Pointe, avec le tambour de Sainte-Marie, que c'était pas tout à fait opportun d'aborder la danse contemporaine, alors que cette représentation esthétique n'était pas celle-là. La représentation esthétique, c'était le pied au sol, c'était la posture du danseur belay. Donc j'ai voulu
travailler cela d'abord et faire monter, parce que quand on se connaît à ce niveau-là, qu'on connaît son corps, on le situe dans l'espace à travers la danse traditionnelle, on pouvait le situer après en modernisant nos gestes. Donc en quelque part, je me dis qu'on avait déjà cette opportunité, les référentiels nous permettent justement d'adapter les contenus. Mais pour cela, il faut travailler. Ouais. Alors, de manière très concrète, vous vous êtes séduits l'un et l'autre, vous vous êtes tombés d'accord pour travailler ensemble, mais très concrètement, vous aussi, vous avez été bombardés, pour reprendre l'expression de Lévi, experte. Qu'est-ce qu'il vous demande de faire? Alors, sur quoi vous allez intervenir? À mon sens, il y a un certain nombre de, comme je disais, de particularités qu'il nous faudra revoir sur l'égalité réelle que devra avoir un enfant de Grand-Rivière jusqu'à Sainte-Anne, d'une part. D'autre part, sur comment accompagner les jeunes dans leur scolarité avec toutes les problématiques de transport que nous avons. Comment accompagner les jeunes sur l'éducatif pendant les temps qu'ils sont dans les établissements scolaires et qu'ils se tournent les pouces parce qu'il n'y a pas un encadrement pédagogique leur permettant de faire, par exemple, le devoir avant d'attendre le quart qui vient à 17h. Comment on pourrait travailler sur l'orientation qui est aujourd'hui une compétence déclinée à la collectivité territoriale. Comment on peut améliorer les cartes de formation permettant d'avoir une formation qui répond aux besoins du monde économique. Comment donner une lisibilité de parcours à un jeune qui va sortir de l'école maternelle, qui va passer par le collège, qui va passer par l'école primaire, par le collège et le lycée, quand il ira à l'université. Quelle politique universitaire on doit avoir pour que le vieillissement de notre population ne puisse pas se faire. Donc il y a vraiment... Ça fait un sacré programme, ça. Hein. Absolument. Et je crois que, justement, qui mieux que nous, ancrés dans le territoire, pouvons effectivement donner une visibilité et ne pas oublier que la formation est tout au long de la vie et que de ce fait, lorsqu'on a quitté l'école et qu'on se retrouve dans une entreprise, pour être dans l'adaptabilité, dans l'employabilité, il faut que nous puissions nous former pour nous permettre du jour au lendemain, parce que c'est ça l'avenir aussi, dans le domaine socio-économique. Aujourd'hui, je suis dans un travail, c'est ce que je dis aux jeunes, demain vous serez dans un travail, dans 10 ans, vous allez changer. La preuve, j'étais professeur d'éducation physique, aujourd'hui je suis chef d'établissement et demain je vais faire autre chose. Donc en quelque part, il faut qu'on ait cette adaptabilité et pour cela, il faut monter en compétences tout au long de la vie. Très bien. Alors, on a bien compris que il vous a finalement eu totalement, quoi. Il vous a convaincu et vous êtes ses soldats. Parce que moi, je suis à ma 6e émission. Donc j'ai maintenant une vision transversale de tous les experts dans chaque thématique, et c'est pas fini, il y en a d'autres qui viennent. J'ai bien l'impression que ça répond malgré tout, alors c'est pas clairement exprimé, mais ça répond quand même de manière directe à des problématiques. Oui, On vient d'en soulever là quelques-unes. Oui. Alors on va faire un petit peu le tour avec vous sur les forces et les faiblesses. Ce qui intéresse les gens et les médias, vous savez que c'est les faiblesses, hein, c'est jamais les forces. Donc j'insiste aussi sur les forces de ce système extrêmement complexe finalement, qui est celui de l'éducation et de la formation. Parce que les gens, en fait, ils ont une vision. Alors nous, c'est à travers les études qu'on mène qu'on le voit. Ils ont une vision très floue. Il y en a qui savent ce que c'est que l'éducation. Alors la formation. Pour eux, c'est parfois la même chose, on va dire ça comme ça. La formation ou l'éducation tout au long de la vie, alors pour eux, il y a des gens qui pensent que c'est, une fois ils sont rentrés dans une entreprise, c'est pour la vie éternelle, ou qui font un métier, c'est pour la vie éternelle. Il y en a encore qui pensent ça. Alors moi, j'ai besoin de vous sur l'identification des problématiques et évidemment des atouts. On va commencer par vous, Dominique. L'université. Par l'université. La vision que vous avez du système éducatif dans l'université, parce que l'université, ça sert quand même aussi un peu à éduquer, non? Ah oui, forcément. J'aime bien le forcément parce que c'est pas partagé par tout le monde, ça. Oui, alors qu'est-ce que je peux... D'abord... Les forces. Commençons par les forces, parce à force d'entendre les opérateurs, les acteurs de l'université se flageller toute la journée, c'est tout ce qu'on entend, on est d'accord. Je n'ai jamais entendu
quelqu'un de l'université dire « Mais vous racontez n'importe quoi, nous, voilà nos atouts, voilà nos forces ». Alors, on en a plusieurs. Le premier atout, ça c'est peut-être plus pour les parents, on est sur ce qu'on appellera une université à taille humaine. 12 000 étudiants sur 2 pôles, donc avec un peu plus en Guadeloupe, un peu plus en Martinique. En conclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que très concrètement, on est proche de nos étudiants, donc ils sont mieux formés. On a des gens qui partent parfois pour faire le master ou le doctorat ailleurs. Les collègues nous disent, mais ça se passe comme sur du velours. Ils ont fait... Alors, je vous interromps. Donnez-nous des exemples d'autres universités avec des volumes, par exemple. Bon, moi j'ai fait mes études à Bordeaux. Quand j'allais à l'université à Talence, c'était des dizaines de milliers, je crois même qu'il y avait plus d'étudiants que d'habitants. je ne sais pas. Est-ce que vous avez des exemples? Effectivement, j'ai fait mes études à Talence en d'autres temps. Je ne m'étais pas intéressée à cette question-là. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a des universités avec 40 000 étudiants, avec 50 000 étudiants. On a des universités énormes. Monstrueuses. Voilà. Ouais. Mais on n'est pas dans les plus petits. Hein. La Corse est plus petite que nous. La Rochelle est plus petite que nous aussi. Alors que c'est une excellente université. Donc la taille n'est pas forcément un critère d'excellence. D'accord. Mais ça permet quand même la proximité. Mais ça permet la proximité. Ouais. Quand vous êtes dans un amphi à la Sorbonne, vous avez 2000, 3000 personnes. Moi, j'ai fait un échange poste à un collègue où on avait 10 groupes de TD en histoire. Forcément, l'amphi était plein à craquer. Il n'y avait pas une place pour mettre au moment de l'examen. C'est très clair. Ouais. On n'a pas du tout la même relation. Moi, les collègues de la Sorbonne me disent, je ne les connais pas avant le master. Les étudiants. Et c'est normal, quand on a 2-3 000 étudiants, comment voulez-vous les connaître? Nous, on en a beaucoup moins, et donc forcément, on les connaît tous par leur nom, c'est qui ils sont, on connaît leurs histoires. Parfois, ils viennent nous voir pour des choses très personnelles qui n'ont rien à voir avec l'enseignement. Donc ça, c'est un atout. C'est un atout en termes de proximité. On sait que ces premières années d'université, c'est pas toujours évident. Donc cette proximité, elle est précieuse. Elle est précieuse aussi parce que, justement, donc, on va leur donner plus d'exercices. Moi, dans le début d'année, je dis toujours ça. Vous pouvez demander d'exercices supplémentaires à n'importe lequel des collègues et les gens le feront et vous aideront. Donc on est dans une proximité qui est très importante et ça peut faire la différence quand on rentre dans ce système. Le niveau des cours à l'université est beaucoup plus élevé que celui du lycée. Oui. Donc pour plein d'étudiants... Ils ont un choc culturel quand ils arrivent. C'est vraiment un choc. Donc c'est très très difficile. Et puis pour beaucoup c'est la liberté. Même à la Martinique, pour certains on quitte les parents. Bien parfois on va en Guadeloupe, donc forcément on est très loin soudain de la famille, voilà. Et on peut faire ses propres choix. Et quand on est adolescent, c'est un moment fondamental. Ça. Absolument. Et ça fait partie de la formation de l'individu. Devenir adulte, c'est pas en restant auprès de papa-maman. On a besoin de faire ses propres choix, de tomber et de se relever. Donc je pense que c'est pas inintéressant. Autre atout, je dirais, d'abord beaucoup de collègues, d'enseignants de qualité. Des gens de talent. C'est vrai qu'on ne parle pas de tout ce que nous faisons en termes de relations en matière de développement avec l'économie martiniquaise, guadeloupéenne. On travaille à l'international, les États-Unis, l'Europe, l'Afrique. Donc on a des gens qui pour certains sont reconnus internationalement, qui font un travail de très grande qualité, extrêmement riche, extrêmement intéressant. On fait de la recherche fondamentale, bien sûr, mais on fait aussi de la recherche et développement. On va trouver on travaille sur les sargasses, on travaille sur effectivement le chlore, les pesticides, on travaille effectivement... Heureusement que je vous ai invité. Hein. Mais bien sûr. Pour le savoir. Non, mais... Et vous avez raison, nous communiquons très mal. Nous communiquons très mal sur ce que nous faisons. Mais il y a des gens vraiment de talent. On a certaines formations qui sont... Elles sont à guichet fermé, j'allais dire. On a des gens du monde entier qui veulent y venir parce qu'effectivement, on est sur du top niveau. Les collègues qui travaillent en biologie tropicale, voilà, on est sur des gens qui font des choses qui sont... Je me suis laissé dire que vous aviez aussi des étudiants qui venaient du monde entier. Absolument. Ouais. On a Vous pouvez nous donner quelques nationalités? Oui, on a des gens, alors bien sûr européennes, Allemagne, Espagne, on a des gens du Japon, de Roumanie. Des États-Unis aussi? Bien sûr, on a du Canada. D'abord, il y a des accords de partenariat avec ces pays-là, donc c'est... Chaque année, on a des étudiants qui viennent à la fois des États-Unis, du Canada, de toute l'Europe dans le cadre des programmes Erasmus+. Caraïbes aussi. Mais bien sûr, on a des accords, pour les programmes Élan avec la Caraïbe, on a des accords de partenariat avec l'Université de Los Andes en Colombie, avec Cuba, avec Porto Rico. Et là, je ne vous parle que de ce qui concerne les étudiants. Mais il y a aussi plein d'accords de partenariat entre les chercheurs. Le fait que globalement... Monsieur Tout-le-Monde ne soit pas au courant de toutes ces choses, c'est chez vous une forme de timidité, de prudence, cette espèce de sensation qu'on a que vous vivez en vase clos, ou alors
c'est traditionnel? Parce que il y a quand même de la matière là. Et puis vous voyez passer des générations entières Absolument. de jeunes. Je pense qu'il y a une part. Je pense que d'abord l'université elle est récente en Martinique et les gens ne se sont pas appropriés l'université comme une partie d'eux-mêmes et de voilà. Ça, c'est quelque chose qui à mon avis est un des éléments. Ça change. Et un autre aspect qu'on n'a pas évoqué en matière de force, c'est qu'on représente un espace de formation pour des gens qui ont commencé les études jeunes, qui sont comme disait Madame Pujard, excusez-moi, en désir de monter en compétences et ils font plein de choses et puis finalement ils se rendent compte que ils n'ont pas le diplôme. Et donc à la fois d'abord on a des gens qui viennent en formation initiale, parfois c'est pour plaisir. On a eu un ancien directeur du port, on a eu des gens qui ont fait des carrières complètement différentes en économie qui viennent en histoire parce qu'ils ont envie de transmettre à leurs petits-enfants, savoir d'où ils viennent. Donc on a ce type de demande, mais aussi des gens qui ont besoin de simplement avoir un peu plus de diplômes pour avoir un peu de reconnaissance, pouvoir faire d'autres choses. Et ça, c'est quelque chose que l'on oublie, mais l'université, elle est ouverte donc à des personnes qui sont plus âgées et qui peuvent tout à fait, soit pour le plaisir, soit pour améliorer leur formation, pouvoir venir à l'université travailler. Et il y a à cet égard à la fois des choses qui relèvent de la formation continue, mais il y a aussi des choses qui relèvent donc de venir faire des cours de licence ou de master, et ça se passe très bien. Et souvent, ces gens plus âgés qui ont un petit peu de peur, évidemment, en fait, ils réussissent très bien, ils savent souvent écrire déjà, ils sont bien formés, et puis ils savent pourquoi ils sont là, ils ont l'envie. Et quand on a l'envie, on peut tout faire. Ils ont une vision. Alors, on reviendra sur les faiblesses. Donc, prenez des notes, gardez bien ça en tête. On continue sur les forces, parce que c'est vrai que l'exercice paraît un peu désuet à certains, mais on a très très peu l'habitude d'entendre, surtout dans des émissions comme ça, ce qui va bien. Oui. Et je pense que c'est fondamental. Livy me regarde, elle sourit. Arlette, la vision positive, ce serait laquelle? Si on part par exemple de votre expérience, quelles sont les choses que vous souhaiteriez mettre en exergue et qui témoignent de la qualité de ce qu'on a dans ce pays? Je parle de l'éducation, bien évidemment. Moi, je dirais simplement, je vous renverrai à un clip que nous avons fait, chanté par MC Yannick. Oui. Alors, c'est original, pourquoi? Parce que c'est un clip qui présente les métiers territoriaux en musique. Voilà. Et c'est un clip qui montre que la fonction publique, elle est partout sur le territoire et elle est indispensable. Si demain, tous les agents territoriaux restent chez eux, rien ne fonctionne. Ce pays s'écroule. Rien ne fonctionne, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a des agents territoriaux partout. De la PMI à la crèche, en passant par l'école, en passant par les pompiers, les policiers municipaux, les médecins territoriaux, les infirmières, etc., etc. Il y a 132 métiers identifiés. Donc c'est important pour nous d'assurer justement cette formation, cette éducation de cet ensemble d'agents territoriaux pour une montée en compétence du territoire aussi. Parce que plus on aura des agents bien formés, bien éduqués, bien plus les politiques publiques seront mises en place de façon efficiente. Ouais. On entend beaucoup les candidats ces jours-ci parler de co-construction. Oui, c'est le mot à la mode, c'est la tarte à la crème. Mais avant de parler de co-construction, il faut d'abord aimer les gens, aimer les agents territoriaux qui travaillent tous les jours, qui se donnent aussi. On critique énormément les agents, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, s'ils restent chez eux, plus rien ne se passe. Et puis il y a une espèce de légende, mais on veut revenir aux faiblesses sur le fait qu'ils soient à leur poste ou pas. On reviendra sur ça parce que ils se font il y a des idées reçues, souvent. Régulièrement. Voilà. Alors, si vous deviez nous illustrer cette vision que vous avez à travers des exemples de choses positives, est-ce que vous avez des choses à nous dire ce soir? Oui, je peux dire par exemple que sur des concours territoriaux, on a des réussites aujourd'hui. Il n'y en avait pas avant. Personne ne réussissait des concours au niveau national. Aujourd'hui, un ingénieur en chef, un concours qui est extrêmement difficile, on a des réussites. Administrateur territorial, personne ne réussissait avant, personne n'y allait se présenter au concours avant. Le CNFPT a permis de former ses agents, de leur permettre de monter en compétence, d'oser passer un concours et de le réussir. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à tous les niveaux de direction dans les collectivités, nous avons des cadres qui ont bac plus 5, plus 10 et qui sont à la manœuvre. Tout simplement. Auparavant, il fallait faire appel à d'autres compétences. Ah ben oui. Aujourd'hui, on a des compétences locales qui sont là et qui sont prêtes à s'investir pour la Martinique de demain. Ouais. Et c'est tout à fait dans le cadre du projet. Et encore faut-il que ceux qui devraient les embaucher s'intéressent à eux et soient au courant déjà. Ça, c'est le travail du CNFPT de promouvoir justement la fonction publique et les agents qui y travaillent. Et je crois qu'on y arrive. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que les choses ont changé. Les élus, par exemple les maires, font appel au CNFPT
à ses compétences pour venir dans les jurys. Avant, ils recrutaient, ils prenaient le cousin, la cousine, et puis c'était terminé. Aujourd'hui, il y a de vrais jurys qui sont mis en place, des jurys mixtes. On leur donne, tout ce qu'il faut faire, et ils acceptent de faire des jurys. Donc, et aujourd'hui, on recrute sur les compétences. On recrute plus sur le lien familial. Le lien familial, voilà. Ouais. C'est important de le dire. En français, on dit népotisme ou c'est ça. Ouais. Pour les gens qui nous écoutent, on va dire, on embauchait prioritairement des gens qu'on connaissait. Tout à fait. Allons être gentils, pour éviter de parler des enfants ou des cousins. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres illustrations de cette positivité dans la formation? Est-ce que par exemple, il y a une montée en qualité des formateurs? Parce que là aussi, on a beaucoup entendu. Ah non, pas d'université ici, il faut nous faire Mounvini. Voilà, c'est systématique. Non, comme je l'ai dit, l'université produit... D'excellents. Merci. Et oui. D'excellents formateurs. Oui. J'enseigne aussi à l'université. Mais voilà, j'allais le dire. Vous êtes. Voilà. J'y contribue aussi. Voilà. Et nous accueillons aussi des étudiants en stage. Oui. Parce que là aussi, c'est une autre question, on l'abordera peut-être après. Oui. La difficulté pour nos jeunes de trouver des terrains de stage dans le secteur privé. On va venir aux faiblesses. Je reviens donc au positif. Oui. Nous avons par exemple des ingénieurs territoriaux qui mènent des projets exemplaires. Rivière-Salée, la construction par exemple du nouveau siège de l'Espace Sud. Exemple aussi, le chantier qui vient de démarrer par nos collègues de la CTM sur la montée des eaux de Rivière-Salée. Oui. Voilà, chantier exemplaire aussi. Et puis il y a des prix aussi qui sont accordés au niveau national à nos collectivités. On n'en parle pas peut-être assez, mais il y a des prix qui sont accordés. Allons-y. Alors exemple, le CNFPT a eu un prix national auprès de 160 collectivités, un prix de management public durable pour une formation que nous avons mise en place qui était c'était l'anthropologie de la posture managériale, une approche innovante qui a été saluée au niveau national. Et nous avons perduré en mettant en place également des séminaires sur la question, en invitant des collègues de la Guadeloupe, en partageant avec la Guyane aussi, et en faisant en sorte qu'aujourd'hui, le dirigeant territorial ait une autre vision, une autre approche aussi du territoire. Que l'on travaille désormais sur l'échelle du territoire et plus à l'échelle de sa commune. Qu'on part de la vision limitée à une vision globale. Plus globale. Voilà. Et ça, c'est un grand pas qui a été franchi. Aujourd'hui, je crois que tout le monde sait que la formation est un droit. Ce n'est pas un cadeau fait par monsieur le maire, c'est un droit. Et on a le droit de monter en compétence, on a le droit de passer un concours, on a le droit... Surtout qu'on cotise. Tout à fait. On a le droit de participer à une élévation aussi de son niveau pour une Martinique de demain aussi. Et je crois que les agents territoriaux touchent du doigt la réalité, ils sont sur le terrain, ils voient, ils touchent du doigt. Ils sont en contact avec quand on a vu, quand la pandémie est arrivée, on a vu qui était à la manœuvre. On applaudissait les infirmières, mais qui était à la manœuvre dans les écoles, pour nettoyer les écoles, pour recevoir le personnel des soignants. C'était les agents territoriaux. Pour conduire les camions de pompiers. Les agents territoriaux, la police était à manœuvre aussi, les pompiers aussi, sont des agents territoriaux aussi, qui participent au développement du territoire. Et puis il y a eu des naissances. Voilà, des décès aussi. Et pareil, les décès, on s'en occupe aussi au niveau des collectivités. Voilà. Ça fait du bien quand même, non, de temps en temps, de parler des choses qui vont bien. Parce qu'on passe on met toujours le doigt sur ce qui va mal. Non, mais de toute façon, on va y venir, vous inquiétez pas. Voilà. Mais, et puis, un point aussi positif, chaque année, nous organisons une exposition collective d'art visuel. Tout simplement. Qu'est-ce que c'est? Les territoriaux qui exposent leurs compétences, leurs talents. Peinture, sculpture, photo, artisanat d'art. Il y a des choses magnifiques. Et on a même des territoriaux qui aujourd'hui exposent tout seuls, qui ont pris leur ascension, leur envol. Voilà. Et montrer comment on peut occuper un métier dans une commune et puis avoir des talents aussi. De toute façon, sur ce plateau, je me suis laissé dire qu'il y avait du talent. Parce que tout le monde ne m'a pas parlé de ses hobbies, et j'en connais quelques-uns. Mais bon, on va pas tout dévoiler. Alors, juste une précision, j'ai bien entendu le côté danse aussi. Ben, nous avons mis en place une action qui a un peu surpris tout le monde, danse et communication, théâtre et communication. Pourquoi? Parce qu'on a montré à partir de la danse comment on peut, à partir de son corps, justement exprimer aussi quelque chose, et comment dans une collectivité, un agent qui est à l'accueil, par exemple, qui ne sourit jamais, parce qu'il est un peu aigri des fois du salaire qu'il a, ou bien des fois de l'agressivité qu'il reçoit aussi du public,
on lui a appris aussi, à partir de la danse, de se décomplexer aussi, d'apprendre ne serait-ce qu'à respirer correctement et à mouvoir son corps. Ça a l'air évident, mais c'est pas évident du tout. Voilà. Ah ben c'est des illustrations qui vous honorent, madame, c'est très bien. Alors, Marie-Clotilde Hardy-Dessources, des choses positives, parce que l'éducation, c'est pas que des catastrophes quand même. On va en parler parce qu'il y a de vraies problématiques, puisque de toute façon, vous m'avez décliné carrément un programme politique pour le professeur Aimé Charles Nicolas tout à l'heure. Il a du taf, il a du boulot. Mais quelles sont les forces du système? Parlons de l'éducation nationale, parce qu'on n'a pas... Là, on a fait l'université, là, on a fait les territoriaux, la formation pour les territoriaux. L'éducation nationale, je vous ai vu tiquer à plusieurs reprises tout à l'heure. Non, l'éducation nationale a quand même l'avantage d'essayer de former tous les jeunes. Dans l'éducation nationale, vous avez la formation initiale, vous avez la formation continue par le biais des CFA ou encore le biais du GRETA, qui est le groupement d'établissements permettant de répondre à des appels d'offres de Pôle emploi, des appels d'offres de la collectivité territoriale, de répondre aux besoins des entreprises en matière de formation. Donc, l'éducation nationale peut... Le champ est très large. Le champ est vraiment très large. L'objectif que s'est fixé l'éducation nationale, c'est de faire en sorte, en tous les cas, au niveau des lycées, que 80% des élèves puissent réussir au baccalauréat. Maintenant, comment ils réussissent au baccalauréat? Ça, c'est encore autre chose. On va en parler. Voilà. Mais si vous aviez... moi, j'arrive, je débarque dans le système, j'y connais rien, et je vous dis, Madame Hardy-Dessources, quelles sont les réussites parlez-nous des réussites de l'éducation. Parce que l'éducation nationale est victime tous les jours, sur toutes les chaînes d'information en continu et dans tous les médias, à ce qu'on pourrait appeler une espèce de volée de bois vert quotidienne. Vous êtes habitué à ça, maintenant vous êtes blasé. Mais parlons du positif. Mais on peut dire que quand même 90% des élèves qui vont au baccalauréat réussissent dans certains établissements. Globalement, le taux de réussite dans l'académie tourne autour de 90% pour les bacs scientifiques, à peu près 92% pour les bacs sciences économiques. Sous les sections STI, vous êtes autour de 80%. STI, c'est sciences technologies industrielles ou sciences technologies tertiaires. Donc on a quand même plus de 80% de réussite au baccalauréat. Mais derrière cela, on verra qu'il y a quand même quelques problèmes d'illettrisme qu'il y a ne touchez pas au problème pour l'instant. Dans les lycées professionnels, vous avez quand même un taux de réussite relativement intéressant qui tourne autour de 80%. Bon, donc, globalement, on fait réussir dans le système ceux qui vont jusqu'au bout. Est-ce que, excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que la vision que nous avions, nous, je parle de ma génération des années 70-80, avec un nombre extrêmement faible de lycées, il y en avait 3 à l'époque, avant que M. Darcier ne commence à en construire. Il en a ajouté 2. Rivière-Salée et le lycée Acajouté. Oui, plus. Et puis, il a lancé le process. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a près d'une vingtaine, c'est bien ça? Non, il y a 12... Il y a... Au total, oui, plus de 18 lycées au total. Hein. Une vingtaine, mais enfin, grand maximum, une vingtaine. Mais à l'époque, on est passé donc de 3 lycées à 20 lycées. Parce que vous ajoutez dedans les lycées professionnels. Bien sûr. Voilà. Je n'exclus personne. Voilà. Et est-ce que ça, c'est pas déjà une forme de réussite? Parce que une population aussi importante qui n'avait le choix qu'entre aller au lycée pour les meilleurs, on est bien d'accord, on en prenait 3 ou 4, c'est Livy qui peut nous parler de ça, mais vous également, 3 ou 4 par grande région, et puis le reste c'était l'expression terrible, vie active, c'est bien ça? Absolument. Tout à fait. Ouais. Et c'est vrai que nous sommes passés dans les années 76, effectivement on n'avait que le lycée à l'époque de jeunes filles. Oui. Et le lycée Schellcher. Et le lycée Schellcher. Et puis derrière, il y a eu le lycée de Trinité. Et puis derrière, il y a eu le lycée technique qu'on appelle Pointe des Nègres. Et ensuite, il y a eu le lycée de Trinité, qui, entre guillemets, était considéré comme le lycée des pauvres. Hein.
Ah, d'accord. Ben oui, le Nord-Atlantique. D'accord. Le Nord-Atlantique, Nord-Atlantique ouais. qui récupérait ce lycée de Trinité. Vous avez des jeunes du Marin qui venaient au lycée de Trinité parce qu'ils n'étaient pas acceptés sur les lycées de Fort-de-France. Tout à fait. Et c'est un lycée qui a vu le jour dans les années 74 où on a dû descendre dans la rue pour avoir l'équipement nécessaire. Donc ça, il faut le savoir. Après, il y a eu le lycée Joseph Pernock. Ensuite, on a eu une implantation dans un collège du lycée de Sainte-Marie. Ensuite, il y a eu le lycée, effectivement, du Marin. Et les deux lycées du Marin, un lycée professionnel et un lycée général. Donc, il y a eu effectivement une évolution avec le lycée de Bellefontaine, etc. En fait, très clairement, l'éducation nationale à cette époque était le parent pauvre. Il faut dire qu'il y avait investissements. une forte demande de montée en compétences des jeunes. On avait quand même une croissance de la population qui permettait. Et puis, il faut dire que il y avait quand même cette volonté de réussir de tous les jeunes, de monter en compétences. Ça, il faut aussi le reconnaître. Aujourd'hui, on peut quand même se poser. La question, c'est de voir qu'il y avait dans chaque commune au moins des écoles primaires et dans des communes de proximité, au moins un collège qui pouvait regrouper, par exemple, dans le cas du Nord, complètement le Nord que vous connaissez bien, les élèves de l'école primaire de Grand-Rivière vont à Basse-Pointe. Et certains allaient même jusqu'au Lorrain quand Basse-Pointe était quand même surchargée. On avait les élèves d'Aljoupa qui allaient vers Basse-Pointe et vers Morne-Rouge. Donc on avait quand même des collèges de proximité et c'est ce qu'il serait souhaitable de maintenir, malgré le vieillissement de la population. On va y venir. Livy, toi, tu peux avoir, compte tenu de ton expérience... Et de mon ancienneté. Moi, je suis pas sûr que... Tu as du boulot pour aller à 101 ans, tu as du boulot. Donc, n'oublie pas. L'objectif, il est à 101, c'est pas... Okay. Bon, donc... et puis de ce caractère transversal de ta carrière, c'est ça. Oui. Qu'est-ce qui va bien? Cette question fait toujours très mal. Je risque de te décevoir. Non. Que tu dis que l'éducation nationale a l'habitude de recevoir des volets de bois vert. Oui, mais bon, Parce que... sans l'éducation nationale, très objectivement, nous ne serions pas là. Nous ne serions pas là. Évidemment. Bon, toi qui as vu des choses, est-ce que tu peux nous dire ce qui va bien? On va passer à ce qui va mal, de toute façon. Oui. Parce que les Mais gens on n'a vont pas nous dire, parlé mais les c'est gens pas ça savent. la réalité. Oui. Bon, mais ça, ce qu'on vient d'entendre, les gens n'ont pas l'habitude de l'entendre. Non, ça, c'est vrai. ça leur fait du bien. L'aspect positif de la question. Oui, parce que tu es arrivé dans l'éducation nationale. Moi, mes parents étaient dans l'éducation nationale. Ils sont à la retraite Je les ai bien maintenant. connus. Ouais, et ils me racontent des choses abominables. Il y a eu des choses abominables au tout début. Cette progression est quand même fantastique. Oui, alors... Avoir de l'eau, par exemple, disons- avoir de l'eau au robinet dans une école maternelle, c'est fondamental, puisque j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, quand il n'y a pas d'eau, on ferme l'école. Oui. Tandis qu'à l'époque, qu'il y ait de l'eau, qu'il n'y ait Voilà, pas d'eau, l'école est ouverte. Mais dans la situation sanitaire dans laquelle on se trouve, bon, C'est- c'est oui, difficile. c'est un peu obligatoire. C'est difficile. Mais je crois On aimerait le savoir. il faudrait aussi parler des belles réussites de l'école, de ceux qui partent, et qui ont développé des compétences, qui sont au Canada, qui sont au Japon, qui sont en Australie, etc. Et de Mais toutes c'est ces pas la excellences qui grande reviennent majorité. aussi. Exactement. Ça, il faut qu'on en parle. C'est Alors- ça la réussite de l'école aussi. Oui. Alors, Livy, un petit effort intellectuel sur le positif. Sur parce le que, positif, puisque oui. je sais que tu vas nous parler de ce qui ne va Ah pas. oui. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Bon, alors disons que à la départementalisation en 1946, Ouais. il y avait un point de départ qui a été donné, avec la possibilité d'ouvrir beaucoup d'établissements scolaires, du second degré, et aussi des écoles primaires, Ouais. des écoles primaires élémentaires. On a connu un boom. Boum, ouais. Alors, sur le plan logistique, le plan des constructions scolaires, le plan des infrastructures, Ouais. on peut dire qu'il y avait un vrai projet, un vrai progrès. Ouais. Un vrai progrès. Tout Bon. à fait. Du côté du personnel enseignant, on a eu affaire à des gens extrêmement dévoués, très proches des élèves, très proches des enfants. Enfin, moi, je voyais... Parce que parlons aux gens de la réalité, puisque là, on est sur un projet 36 heures pour demain. Donc, Oui. quelle sera l'éducation
de la Martinique dans les années qui viennent. Ah. Parlons du fait que ces gens dont on parle là, ces enseignants extrêmement dévoués, proches, ce sont des gens... Ce sont eux qui ont poussé les enfants à faire des études et Voilà. qui ont fait des études brillantes. Et puis, c'est pas forcément des gens qui avaient fait de très longues années d'études. Hein. Absolument. On les a réquisitionnés, ils avaient peut-être 18 Oui, ans oui, ou oui. 19 École ans, normale. et ils sont devenus des professeurs. Absolument. Et l'école normale a été installée ici en 1954. Ouais. Donc, à peu près 18 ans après la départementalisation. Donc, il y a eu du temps. Ouais. Et entre 46 et 54, il a fallu trouver des enseignants. Et c'était des gens de bonne volonté, des gens sérieux, des gens qui se Investi. qui se perfectionnaient, à titre individuel, même dans des groupes, et pour donner. Et puis ils étaient fiers de leurs élèves, ils faisaient le travail. C'était du travail intensif. Il y avait même une espèce de petit complexe d'infériorité en disant, vu le niveau que nous avons, il faut monter. Absolument. Ouais. Et il y avait un sentiment de fierté qui était cultivé, j'ai même envie de dire à outrance. Mais enfin, heureusement. Et puis- Et c'est ce qui a donné beaucoup de jeunes intelligences Ouais. qui ont allé s'épanouir à l'extérieur et qui ont fait de belles études, de brillantes études. Et puis, à ces enfants-là, il y avait derrière l'action des enseignants, il y avait la sévérité des parents. Des parents. Il y avait le soutien absolu Il y des avait parents. le soutien des parents. Et c'est ce qui est à l'origine de la réussite de beaucoup d'enfants qui sont allés, qui ont fait de bonnes Et si on te dit que il y a probablement au mètre carré en Martinique plus de gens formés et de bonne formation qu'ailleurs, qu'est-ce que tu en dis? Dans ces années-là, notamment. Ah, dans ces années-là, Ouais. oui. Ah oui, parce qu'il y avait... les enseignants et les parents voulaient sortir de la condition inférieure qu'ils avaient connue dans la colonisation. Donc il fallait... Alors il y avait un terme courant qu'on utilisait couramment, il fallait pousser les enfants. Ouais. Pousser. Il faut sortir de la misère, il faut sortir... Il faut sortir de la condition inférieure qu'on avait connue, il faut pousser. Et comment dirais-je, il y avait des enseignants, ceux qui étaient au cours moyen 2, donnaient des cours particuliers gratuitement. C'est dire le degré de dévouement de ces enseignants-là. Tout cela a bien changé. Ah, Bon, oui. alors, passons à ce que vous piaffez d'impatience de me dire. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout de même, moi, je pense qu'il faut dire qu'il y a beaucoup d'enseignants du secondaire ou du primaire qui s'investissent à la Martinique. Moi, j'en connais, des gens qui se battent, qui emmènent leurs enfants faire du sport d'hiver dans la Caraïbe et ailleurs, et qui font un travail remarquable dans un temps où c'est pas toujours si facile. C'est vrai. On parlait des parents qui sont pas toujours derrière, on a parfois les parents qui sont prompts à agresser les enseignants. Oui, et il y a c'est devenu à la mode. Voilà, et je pense qu'il faut reconnaître... Voilà, tout On n'est est- pas parfait, hein, je sais Ouais. pas ce que je dis, mais il y a des gens de talent, il y a des gens d'investissement, et il y a des gens qui continuent à être innovants pédagogiquement, à faire des choses, prendre de leur temps, aller faire des sorties pédagogiques, on n'est pas payé plus. Hein. C'est du temps. On Alors, peut rester Dominique, chez soi. Dominique, on a, je pense, consacré 30 minutes à ce qui va bien. Il nous reste quelques minutes, bien sûr, cette émission est longue. Allons parler de ce qui ne va pas, parce que c'est plutôt ce à quoi vous allez vous attaquer dans ce projet. C'est à la fois trouver des réponses, en tout cas des pistes de réponses, et puis soutenir des projets innovants. Alors, il y en aura dans tous les domaines, hein, l'agriculture, l'éducation, le sport, la transition énergétique. Là, on est sur l'éducation, la formation. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, si je devais parler de l'université, Oui. on m'attend sur ce sujet-là, une des choses qui, moi, me tient à cœur, c'est la question de la logique de bassin. C'est-à-dire de travailler pour que les formations que nous offrons soient vraiment à la rencontre des besoins des populations martiniquaises. Également, on ne peut pas rester dans une carte de formation qui est généraliste, Ouais. ce qui est important, ça permet de faire des études classiques, médecin, ce qu'on veut, Ouais. c'est très bien. Mais il faut aussi permettre à des jeunes qui viennent de BTS de pouvoir poursuivre à l'université, d'aller vers une licence professionnelle, de poursuivre des études et de monter en compétences. Parce que je me suis laissé dire, en analysant vos chiffres, parce qu'il faut quand même préparer cette émission, qu'une bonne partie des enfants qui viennent à l'université, j'appelle ça des enfants, parce que Oui, ce sont des enfants, ils sont jeunes des encore. enfants, sont issus non plus de la filière généraliste, mais viennent aussi d'une filière technique et ont
probablement davantage de mal à s'adapter à l'université que ceux qui ont fait les trucs classiques, les filières classiques. Cette population, elle est un peu plus fragile quand même. Alors, il y a une réforme qui a été mise en œuvre par le gouvernement pour essayer de faire en sorte que les filières, les gens qui viennent de technique aillent plutôt vers les DUT, mais on n'a pas beaucoup de DUT. Ouais, mais donc ils viennent chez vous. Mais ils viennent chez nous. Mais on a, moi j'ai l'impression, alors ça dépend des filières, mais effectivement, on a ce type de population qui ont besoin d'un accompagnement. Mais malheureusement, on a aussi beaucoup de gens qui viennent de général et qui n'ont pas un niveau suffisant. Ouais, ça c'est encore une autre problématique. C'est une autre problématique et qui ont besoin d'un vrai accompagnement. Alors quand vous dites, parce que j'aime bien l'idée que vous venez de développer dans le cadre de ce projet-là, quand vous dites, je résume, je caricature peut-être, mais il faudrait qu'on adapte nos formations, c'est bien ça, aux besoins du territoire. Quand vous dites logique de bassin, c'est ça. Oui, la logique du bassin, c'est pas simplement l'université regarde son offre de formation, mais l'offre de formation, elle est faite en coordination avec à la fois les lycées, avec effectivement les structures de formation professionnelle, les BTS, de façon à ce qu'on réponde vraiment aux attentes du territoire. Mais alors, là où ça va vraiment pas, c'est qu'il y a eu un très gros effort lors de la dernière accréditation. On est passé, je crois, à 17 ou 18 licences professionnelles. Donc ça répondait vraiment à cette logique de permettre à des gens qui ont fait soit un DUT, soit un BTS, de pouvoir revenir dans le système et augmenter, eh bien la plupart d'entre elles n'ont pas été mises en œuvre. C'est terrible ça. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment quelque chose qui ne va pas. Alors qu'il y a eu de la part des équipes une volonté de proposer des formations professionnelles, donc une licence professionnelle, on a 6 mois, on apprend vraiment le métier. On est directement employable, on est 6 mois en stage, on fait un projet tutoré, donc on est sur du concret. Quelle est la raison ? Non, vous savez qu'ici on parle, c'est pas un problème financier. Je pense que c'est un problème sans doute de priorité. Et puis, oui, à un moment donné... De priorité financière ou de priorité politique ? De priorité politique. Parce que nous avons été accrédités par le ministère pour le faire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le ministère a estimé qu'en regardant les documents que nous avons présentés, nous avions la capacité scientifique de mettre en œuvre le projet, que le projet était bon, donc c'était faisable. Et en plus, il correspondait à un besoin du territoire. Vous n'étiez pas encore avec nous à ce moment. Voilà, on avait fait ce travail, effectivement, de travailler avec le rectorat. Le rectorat était vraiment en demande pour qu'on travaille ensemble, pour qu'effectivement on avance. Ça a été présenté à l'Institut martiniquais. Est-ce que par exemple, vous pourriez nous donner des titres, des exemples de formulation de ces fameuses licences, des exemples? Alors oui, il y en a plein. Vous en avez, assistant juridique, des choses très concrètes. Vous avez des licences, alors nous on avait une guide conférencier. On a des licences effectivement, médiation culturelle par les approches artistiques et culturelles, qui sont des choses importantes aussi. On a des choses sur des filières techniques d'énergie, en lien, des choses, je n'ai pas en tête exactement. Énergie et développement durable. Et voilà, on a des choses sur la gestion de l'environnement, on a des choses sur effectivement monnaie, banque, finance, assurance, enfin, des formations un peu techniques sur les métiers. Mais qui correspondent, en fait, l'idée, le reproche qu'on vous fait très souvent, que j'entends, c'est oui, mais bon, l'université ne prépare pas, enfin ça c'est les chefs d'entreprise qui disent ça, parce ils confondent, à mon avis, le but du jeu avec leurs propres intérêts, mais globalement, le reproche qui vous est fait, c'est vous ne préparez pas des gens à être employables, directement employables. Bon. Mais ça, c'est la tarte à la crème. Mais là, vous aviez cette piste-là. Absolument. Et vraiment ce désir, justement, de proposer des choses qui étaient... Tout le monde ne veut pas faire des études supérieures, soyons honnêtes. Enfin, il n'y a que quelques pourcents qui font des études supérieures. Donc ensuite, il faut pouvoir offrir... mais à des niveaux différents. On a aussi besoin de gens au niveau d'un master professionnel qui sont directement employables et qui sont capables sur des niveaux de cadre, d'encadrement, de gestion de site, etc. Et ça, c'est nécessaire. On a besoin du niveau inférieur, le niveau licence professionnelle. On a le niveau DUT où on n'a pas tant de DUT que ça. On en a un petit peu, mais on n'a pas tant que ça. Et voilà. Et là, alors que le DUT, on le sait bien, c'est une formation qui est très bien accueillie dans le monde professionnel. Là, ça a changé. On est sur un BUT en 3 ans. Mais pour autant, c'était directement professionnalisant, on est dans le travail dans la logique de projet, très bien connu, très bien apprécié. Ça, c'est des choses qui auraient pu se développer davantage. Lévi, tu étais prompte tout à l'heure à me décliner les 250 choses qui ne vont pas. Est-ce que tu peux m'en donner juste quelques-unes? Alors, je compte distinguer les contenus et puis la logistique.
En matière de contenu, je crois qu'il y a une espèce de malentendu entre les deux termes principaux. Lesquels? Éduquer et instruire. Est-ce que tu peux justement nous faire la différence? Oui, alors, nous traduire éduquer, étymologiquement, ça veut dire faire sortir de, extérioriser les capacités et les talents cachés de celui qui apprend. Là, à mon avis, c'est une révélation pour à peu près 80% de la population martiniquaise. Hein. Et presque 95% des élus. Je prends des risques, mais ça, c'est une vraie révélation. On est bien d'accord. Enfin, tous les gens à qui tu dis ça, ils te disent, mais Olivier, c'est pas possible. Que toute personne appartenant au système éducatif doit savoir. Devrait savoir. Alors, tandis que instruire, c'est la ouais. démarche inverse. C'est apporter, c'est mettre l'apprenant en situation d'accepter et d'intérioriser des notions venant de l'extérieur, venant de la voie magistrale. Tout à fait, dont il n'a pas connaissance a priori. Voilà. Mais il faut savoir jouer les deux, de l'éducation et de l'instruction. Quel est des deux systèmes, quel est celui qui a le mieux fonctionné? Celui qui a fonctionné, c'était l'instruction. L'instruction, oui. Parce qu'on est parti de quasiment rien du tout. Hein. Voilà. Mais comment dire, nos enseignants anciens, ils ont des excuses. Hein. On ne va pas les massacrer, les accuser. Ils ne pouvaient pas faire autrement que d'imiter ceux qui les avaient formés. Enfin, parce que les chiffres, alors je regardais les chiffres sur des longues séries, on avait des taux d'illettrisme en Martinique qui étaient catastrophiques. Absolument. Hein. Absolument. Donc avant d'instruire quelqu'un, il fallait absolument qu'il sache lire et écrire. Oui, mais on pouvait faire jouer les deux démarches apparemment contraires, éduquer et instruire. Et on a oublié l'éducation. On a oublié l'éducation. Ouais. Alors évidemment, l'éducation en ce qui concerne les bonnes manières, la manière de se tenir, de dire bonjour, saluer monsieur les aînés, tout ça, l'éducation, disons, sociale, l'éducation sociétale. Mais l'éducation, à savoir, l'action qui consiste à faire sortir, à extérioriser les talents, les talents cachés. Ce que fait. Exactement. Et tout à l'heure. Elle passe son temps à faire ça. Justement. Et il y a une donnée que notre système éducatif n'a pas mise en œuvre, n'a pas maîtrisée, c'est l'interdisciplinarité, c'est ce que tu fais, et la transdisciplinarité. C'est-à-dire... Alors, donne-nous des exemples, parce que les gens qui nous écoutent, peut-être qu'ils n'ont pas trop capté. Alors, je prends un exemple. L'exemple étant Victor Hugo. On veut apprendre Victor Hugo au collège. Alors là, quand je pense qu'il y a des roues qui explosent ces temps-ci, alors Victor Hugo. Enfin, parce que c'est une sommité, c'est un nom incontournable de notre domaine littéraire, et pas seulement. Alors, au niveau du collège, si on veut apprendre Victor Hugo, on commence à connaître sa vie, le milieu où il est né, son village, ce qu'il a écrit, le contexte politique de l'époque, et même les articles de presse de l'époque. Tout ça, toute cette chaîne, toute cette énumération appartient dans chacune de ses composantes, à des champs disciplinaires différents. Oui, d'accord. Si on parle de l'époque, de son époque, eh bien, ça remonte à l'histoire, on fait référence à l'histoire. Si on parle de sa vie familiale, eh bien, on parle de la famille, de la cellule familiale, des relations à la famille, l'histoire, la géographie. Si on parle de son patelin, de la région où il est né, on parle de la géographie. Alors, il y a plusieurs champs disciplinaires qui s'interpénètrent et qui se prêtent un mutuel appui. Oui. Et c'est ce qu'il faut apprendre à faire. Parce que cette interpénétration des champs disciplinaires est à l'image, me semble-t-il, de la complexité de la vie. La vie que nous menons est très complexe, parce qu'il faut régler un tas de problèmes en même temps. Mais il faut savoir régler les problèmes avec un fil directeur. Une vision. Et une vision. Et selon toi, là, il y a quelque chose qui ne va pas, qui a été oublié, qui est parti, qui s'est étiolé.
Ah oui, oui, on a oublié par exemple, tu parles de chez nous. Oui, oui, je parle de chez nous. Eh bien, on a oublié de développer les talents artistiques. Et j'ai approuvé cette expérience de théâtre, c'est ça que tu dis. Ouais. Ah ben, il y en a une autre là, c'est la danse traditionnelle. Toi, c'est la danse, oui. Ouais, ouais. À travers une volonté de réaffirmer l'identité également. Ah oui, Ouais. à travers de familiarité. Justement, c'est toutes les capacités de l'être humain qu'on doit faire sortir par l'interdisciplinarité. Et à partir du théâtre ou de la danse, on peut aborder d'autres champs disciplinaires. Très bien. Mais c'est une question d'intelligence. C'est clair qu'on n'aura pas le temps de tout aborder ce soir. Madame Hardy des Sources, vous, à mon avis, il doit y avoir une liste comme ça. Oui. Là, alors, on essaie de faire en cours. Moi, j'ai autre chose à dire aussi. Hein. J'ai une petite lumière. Vous avez eu la petite lumière verte qui s'allume là. oui. C'est que c'est presque fini. Ah bon? Eh ben oui, 1h30 on a fait. Ah ben oui. On a beaucoup Ah non, mais abordé le sujet. j'ai une chose essentielle à dire. Tout à Bon, fait. je reviendrai vers toi. J'ai envie de vous dire, pour résumer globalement Ouais. là, il nous faut arriver à construire une démarche de projet et apprendre aux jeunes à construire des démarches de projet. Alors ça veut dire quoi une démarche de Alors, projet? autrement, Un exemple. Je vais donner un exemple. Là, avec la réforme du bac, les jeunes ont un grand oral à présenter. Bon. Il paraît que c'est l'angoisse absolue. Tout à fait. Et les amis de Gaston Monerville sont venus dans l'établissement me dire, bon, on a présenté une démarche pour connaître Gaston Monerville à monsieur le recteur. Il n'y a pas encore eu de suite. J'ai dit, je prends. Et à travers justement Gaston Monerville, on a initié un concours dans l'établissement pendant 1 mois où les élèves ont appris à connaître Gaston Monerville, son histoire. Et dans plusieurs champs disciplinaires. Donc c'était transversal. Absolument. Ça leur a permis, d'une part, de le connaître, de connaître sa démarche, de savoir quel était l'homme politique, quel était l'homme... Et l'homme qu'il a été en Guyane, l'homme qu'il a été au niveau, parce qu'il a failli être quand même le premier homme d'État à cette époque. Ouais. Donc, quand les jeunes ont... Et toutes les classes de terminale ont eu à travailler dessus. Et en une journée, il y a eu questions-réponses par rapport au parcours, où tout le monde, c'était un challenge, où tout le monde... Et il y avait des points qui étaient accordés. Et à la fin, on a terminé par un concours d'éloquence où les jeunes devaient décliner Gaston Monerville et son histoire et trouver une problématique par rapport à ça. C'est une démarche de projet. Voilà. Donc, je fais quoi, comment, avec qui, pourquoi et comment je prouve que ça réussit. Et chaque fois qu'un jeune vient vous voir, madame, je veux faire... un jeune est venu me voir, il m'a dit, vous savez, pendant la période Covid, je me suis rendu compte que dans le quartier, il y avait plein de fruits qui étaient abandonnés, voilà, et je trouvais que ça dommage. Je lui dis, alors, qu'est-ce que tu penses faire? Je me disais que si dans le quartier, on pouvait organiser une espèce de marché où on échangerait les fruits entre nous, ça aurait été une bonne chose. J'ai dit, mais comment tu vas faire ça? Eh bien, madame, je vais faire mettre une table et puis je vais demander aux gens. J'ai dit, non, une fiche d'action. Je lui ai donné une fiche d'action. Quel est l'objectif de ton action? Ouais. Comment tu vas faire l'action, avec qui tu vas le faire? C'est de la méthodologie. De la méthodologie. Ouais. Et à partir de là, mais tu as besoin de le faire. Tu es sur le territoire d'une commune, il te faut faire écrire un courrier à monsieur le maire. Donc il a écrit un courrier à monsieur le maire, il a eu une réponse. Et dans le quartier, eh bien, tout le monde a échangé les fruits du jardin. Je crois même que c'est passé en télévision. Absolument. Ouais, donc, ouais. Un jeune il regorge de projets. Quand vous allez dans les établissements, il y a plein de projets transversaux qui se mettent en place où on fait appel à la... Là, on est dans une semaine du développement durable. Il faut voir comment les jeunes travaillent autour de cette problématique, tant sur la partie préservation des sols, la biodiversité, la pharmacopée. Et ça, ils le travaillent en interdisciplinarité. En fait, et les jeunes sont contents quand ça se passe comme ça. Marie-Clotilde est en train de nous dire, il n'y a pas de truc négatif, il n'y a pas de faiblesse, il n'y a que d'efforts. Il y a réellement à construire une démarche qui va de l'école primaire. À l'école primaire, on peut faire de l'orientation, on peut découvrir des métiers, on peut découvrir des filières. Attendez. Chacun son tour. Arlette, on a bien vu. Alors, je vais essayer d'être synthétique. Oui, parce que le temps sur est les court. faiblesses. Je note 3 faiblesses importantes.
Première faiblesse, le manque de projection de nos élus, projets politiques. Nous devons, dans les collectivités, décliner le projet politique en projet d'administration. Si l'élu n'a pas écrit, et puis, j'ai envie de dire, avoir une vision financière, économique du projet, on ne peut pas le décliner au niveau de l'administration. Premier point. Deuxième point, le fait qu'il y ait de l'illettrisme, de l'électronisme. L'électronisme sont les personnes qui n'ont pas accès aux outils informatiques, tout simplement au numérique, donc ils sont écartés. Voilà. Et troisième point, le fait que la fonction publique territoriale ne soit pas inclusive. Alors je m'explique qu'on n'accueille pas suffisamment d'agents en situation de handicap dans les collectivités. Nous les formons, mais il n'y en a pas suffisamment. Et c'est un lieu où on peut effectivement accueillir beaucoup de personnes qui sont souvent diplômées, Cap Emploi, qui sont diplômés, qui ne trouvent pas de travail simplement, qui pourraient travailler dans les collectivités, qui sont vraiment dynamiques et qui sont vraiment prêtes à s'investir. D'où la notion de politique éducative territoriale. Voilà. Alors, juste pour dire que tout cela doit se faire de façon concertée pour l'ensemble du territoire, pas uniquement pour chaque maire dans son commune. Il faut arrêter ça. Alors, un petit mot d'Olivier qui avait levé la main. Donc moi, je fais le maître d'école là maintenant. Nous sommes en train Mais très court, de ressasser constamment l'esclavage. C'est la période la plus sombre de notre histoire. Il y a un moyen d'en sortir. Évidemment, la résilience. Mais le contenu de la résilience est souhaitable. Il est souhaitable que ce contenu soit composé du mérite, de la culture du mérite, rendre nos gens, nos élèves méritants. Oui, c'est la culture du mieux, toujours. Toujours plus, du toujours mieux. L'idéal du dépassement de soi. Voilà. De l'exemple. De l'exemplarité, etc. Et alors, on donne... la reconnaissance du mérite. Tu es déjà sur les solutions, là. La reconnaissance du mérite, ça trouve déjà dans d'autres métiers, dans le milieu sportif. On donne des médailles dans le milieu cinématographique. On fait des remises de prix aussi. On fait des remises de prix, nous aussi. Mais c'est pas assez généralisé, assez institutionnalisé. Ça devrait, en fait, ça a déjà été le cas. Mais on va pas revenir dessus parce que j'ai plus beaucoup de temps. Bon. Dernier petit point, très rapide. Chose qui ne va pas à l'université, on n'est pas dans une démarche qualité, on n'est pas dans une démarche de dialogue et de dialogue avec l'ensemble de la communauté. Chacun à son niveau. Je dirais le jardinier, le petit personnel, comme l'enseignant-chercheur, il a une partie, il est l'université, il a une partie de la solution. Si on mettait ces gens-là autour d'une table, si on écoutait les gens, eh bien effectivement on trouverait des solutions. Je ne crois pas aux grands mamamouchis qui trouvent tout seuls. Je pense que il faut des gens qui tranchent, je suis tout à fait d'accord, mais il faut écouter la base, et en écoutant les gens, on va répondre à leurs attentes, ils vont co-construire le projet, ils vont y adhérer parce qu'ils auront donné leur avis et qu'ils auront écouté des points de vue différents. Et donc c'est un problème de management. Je vais vous réinviter. Parce qu'à mon avis, il y en a deux qui ont fait de la politique et les deux autres ils sont très proches. Alors, je suis obligé d'arrêter parce que j'ai besoin de quelques minutes pour rappeler un certain nombre d'éléments. Alors, le numéro de téléphone de 36 heures pour demain, 06 96 89 58 57. C'est pas compliqué, je répète, 06 96 89 58 57. Alors, pour les plus branchés, l'adresse mail, on parlait d'électronisme tout à l'heure, l'adresse mail martinique36h, tout collé, @gmail.com. Alors, il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire, cette histoire de Gmail, vous pouvez appeler, pas de souci, gmail.com, C-O-M. Ça, c'est réglé. Et puis, il y a le site internet, si vous voulez découvrir ce que tous ces gens que nous recevons font, comment ils contribuent, qu'est-ce qu'ils écrivent, les films, etc. Martinique36h, tout collé, .com, C-O-M. C'est fini. Terminé, cette émission s'est achevée. On a passé au pas de charge, au pas de charge. Mais c'est quand même l'émission la plus longue de la Caraïbe, 1h30. C'est pas mal, oui. Parce que vous, théoriquement, sur les autres médias, vous avez 10 minutes maximum. Là, on a 1h30. Très honnêtement, commencez déjà au niveau de l'école. On est dans la Caraïbe. Commencez au niveau de l'école. Marie-Clotilde, je n'ai pas beaucoup de temps. Oui, mais commencez. On y reviendra. On y reviendra. Bien, alors. On va nous réinviter. Mais bien sûr. On a encore 5 émissions et à mon avis,
On en refera une probablement sur l'école et sur l'éducation. Surtout que l'éducation, c'est la base. Hein. L'éducation, c'est l'âme d'un peuple. Si je vous lâche, à mon avis, l'émission dure 2h30. C'est terminé, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Merci beaucoup. Merci de votre soutien. Et puis, mesdames, pour une fois, j'ai 100% de femmes sur ce plateau. C'est fabuleux. Vous avez vu que c'est beaucoup plus riche quand même. Bon, très bien. À très bientôt et merci de votre fidélité.